Bonsoir à tous. Merci de vous connecter à ce podcast, premier du genre. Nous voulons une plateforme qui réunit, d'une part, des jeunes médecins qui réussissent leur carrière médicale de façon remarquable. Et d'autre part, des jeunes médecins, des étudiants en médecine parfois, qui se posent encore des questions quant à la voie à suivre. Nous voulons vous aider à choisir la voie qui vous convient le mieux et à vous préparer aux obstacles qui vous attendent. Pour ce septième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Nda Mathieu Ouattara. Le docteur Nda Mathieu Ouattara est un médecin polydiplômé, multispécialisé. On se demande comment est-ce qu'on peut se former autant en l'espace d'une vie. Il a étudié médecine en Côte d'Ivoire, puis a complété un CES en santé publique. Et ensuite, il s'est lancé dans deux masters. Un master en physiologie animale, un master en nutrition et neurosciences à l'université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Il s'est alors envolé vers l'Hexagone où il a complété trois masters. Un master en neurosciences, un second master en pharmacologie, pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, et enfin un master professionnel en essais cliniques. Il a également complété plein d'autres formations, notamment des DSU dans divers domaines relatifs à la recherche clinique, à l'industrie pharmaceutique, etc. Pour ce qui est de son expérience, le docteur Ouattara a travaillé comme clinicien en Côte d'Ivoire pendant de longues années où il a également mené des activités de recherche clinique. Il a donc travaillé comme chercheur clinicien en Côte d'Ivoire. Actuellement, le docteur Ouattara travaille au siège mondial de Servier, un groupe pharmaceutique français, dans le département des affaires médicales. Il est le cofondateur de African Medical Review, revue médicale, qui a également pour ambition de relever les compétences des pays africains en matière de recherche clinique et d'essai. Donc, alors que à travers ton parcours, on peut apprendre énormément et nos jeunes frères peuvent s'inspirer. Première question, la question la plus évidente, docteur Ouattara, comment peut-on être autant polydiplômé en une vie? Comment est-ce que... Merci beaucoup pour cette question à deux volets. Comment est-ce que j'ai réussi à faire autant de formations et pourquoi autant de formations? Je réponds tout de suite à la première question. Comment j'ai réussi à le faire? C'est avant tout une question d'organisation, j'allais dire. Alors, initialement, moi, je m'étais fixé un peu un objectif après mon doctorat en médecine qui était de travailler dans le domaine d'un médecin qui veut travailler dans l'humanitaire. Et c'est dans la foulée que j'ai fini donc par changer de cap et décider de faire l'industrie pharmaceutique. Du coup, je me suis retrouvé à refaire un nouveau programme par rapport à ça. Donc, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de formations que j'ai eu à faire et je ne regrette pas les avoir fait dans tous les cas. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai fait ces formations? Je pense que j'ai envie d'exercer comme profession. Et donc, une fois que j'ai répondu à cette question, je me définis des formations qui vont avec pour me positionner sur le poste dans lequel j'ai mon ambition, en fait. Moi, je suis quelqu'un, quand je rentre dans quelque chose, j'aime être au top de top, c'est de la crème de crème. Donc, quand je commence une formation, tu vas tout de suite me voir en train de faire parallèlement d'autres diplômes qui vont me permettre de me démarquer tout de suite de tout le monde. C'est-à-dire que si nous faisons une formation de formation comme les aspects réglementaires, les aspects communicationnels, tu vois, je vais mettre tout ça dans ma nappe. Finalement, j'aurai beaucoup de codes. Et en fin de formation, tous mes collègues avec lesquels on a fait la formation, je vais toujours me démarquer. Et quand je me démarque, je suis toujours aussi le plus recherché sur le marché de l'emploi. Mais très bien. Alors, docteur, une deuxième question que j'ai, pour tradition de poser à mes invités, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Bien évidemment, il est évident que tu inspires déjà peut-être et certainement beaucoup de jeunes et tu vas encore inspirer parce que ça se voit que tu as une longue et belle carrière qui t'attend. Mais toi, est-ce qu'il y a... Alors, je suis pharmaceutique, je dirais non, parce que dans mon pays, en toute franchise, on n'a vraiment pas de professionnels en santé qui s'intéressent à l'industrie pharmaceutique. Bon, c'est vrai, le professeur en pharmacie, c'est tellement, il travaille, hein, voilà, il travaille pour l'industrie pharmaceutique. J'ai vraiment pas eu un professeur
un professeur de médecine qui me parlait d'industrie pharmaceutique, qui me regardait où aller, qui était dans le domaine et donc qui allait m'inspirer. Voilà. Mais si je peux répondre à la question de façon concrète, c'est que moi j'ai été inspiré par des personnes qui travaillent dans le grand organisme médecin que j'ai eu à côtoyer, qui travaillent à l'OMS par exemple, et qui prennent de grosses décisions de santé publique qui influencent la vie de millions de personnes. Ces personnes, oui, elles m'ont influencé et donc elles m'ont permis de m'orienter vers un domaine de santé publique qui allait finalement me permettre d'influencer aussi la vie de millions de personnes. Parce que quand on se retrouve dans un domaine comme l'industrie pharmaceutique, où on développe des médicaments, et les médicaments, bien entendu, quand on les met sur le marché, ben, il a la disposition de, je crois, le monde compte de 8 milliards d'habitants. On se retrouve entre le monde de 8 milliards d'habitants, que compte la planète, façonnée ou alors, en tout cas, j'ai donc tout ce qui a trait à la vie des milliards de personnes. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, docteur Ouattara, une question très pratique. Comment est-ce que tu t'y es pris pour obtenir des inscriptions en France? Comment tu as fait pour te former en France? Nos jeunes frères aujourd'hui veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent, comme toi, s'inscrire en France dans de très bonnes écoles. Ok, merci docteur, docteur Gaffard pour les questions donc qui ont déjà été posées. Comment je me suis pris? Vous savez, hein, dans tous les cas, tu en Europe comme moi, tu sais clairement que les universités européennes occidentales elles sont hyper sélectives. Et donc, le monde, quand c'est la période de la rentrée, on lance les inscriptions, les préinscriptions, les gens viennent partout dans les mondes pour postuler. Et pour te donner un petit exemple, moi, quand j'ai candidaté la formation, le master vient de boucler à Bordeaux, pharmacologie, pharmacovigilance et pharmacoépidémio, je te jure qu'on a candidaté, on a été 4 personnes finalement à être retenues dans le parcours. Vous étiez combien? Je sais pas comment on appelle tout l'effectif total des candidats qui ont tous candidaté pour la formation. Ben, il faut retenir que les candidatures sont venues de partout le monde. Voilà, de tout le pays. Mais finalement, pour les parcours pharmaco-épidémiaux, on a été 4 personnes dans les parcours. Et donc, ça veut dire que les critères de sélection sont extrêmement pensés haut. Je me rappelle qu'il nous avait fait faire des cours, comme des cours à l'université Caroline du Nord aux États-Unis, qu'il fallait déjà valider. Ça fait partie du processus de recrutement en fait dans la formation. Donc j'ai dû valider tout ça. On a dû valider de cours de modules de formation à l'université Caroline du Nord aux États-Unis. Et après ça, ils ont complété avec l'analyse des dossiers. Ça veut dire tout un parcours intérieur. Et c'est tous ces éléments ils ont mis ensemble pour décider qui rentre dans la formation. Et tu imagines après toutes ces barrières, finalement 4 personnes. Et ils étaient très heureux de ne prendre que 4 personnes dans leur parcours. Voilà. On dit que c'est très sélectif en Occident. Et donc, quand tu viens d'un pays africain comme le nôtre, ben, déjà on doute un peu de notre niveau. Donc, il faut chercher à optimiser. Là, je suis en train de répondre clairement à ta question, comment je m'y suis pris. Donc, j'étais un peu conscient de tout ça, donc des exigences des universités occidentales, puisque je m'étais mis à checker sur les universités. J'avais classé même les universités occidentales qui m'intéressaient. En utilisant le Shanghai Classification mondial de toutes les universités pour voir, parce que je ne voulais pas venir fréquenter dans une école comme ça, quoi, au rabais. Donc je voulais vraiment des universités sélectionnées qui avaient vraiment un bon classement mondial. Donc je me suis aligné à leurs critères, leurs exigences. Et à partir de ces exigences, j'ai commencé à préparer mon profil. Donc en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à faire des formations comme la maîtrise en physiologie animale, le master en nutrition, le master en neurosciences, tout ça, parce que j'avais regardé les exigences. Et en faisant ça, ça m'a permis d'optimiser mes chances de me faire accepter dans une université de renommée, sachant que je viens d'un pays, dans les universités. Ok, non, très bien. Merci beaucoup. Là, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut se former et il faut encore se former pour optimiser son profil. Oui, absolument. Est-ce que on peut marquer un petit peu, un avant la sécurité qui est là? Ok, ça va. Ok.
Merci. Alors, on a un petit imprévu. Il y a notre invité qui... Interruption, je suis là. Ok, parfait. Oui. Alors, donc, tu nous disais qu'il faut se former pour... Pour optimiser ses chances. Il faut vraiment optimiser ses chances de se faire. Mais ce qui ferait ma chance, c'est que depuis le lycée, l'anglais, c'est que une langue étrangère qui me plaisait beaucoup. Donc, j'aimerais bien parler parce que je me disais, ça que, comme on dit, un peu, je trouvais que l'anglais, c'est Oui, je t'entends, mais est-ce que tu peux voir ton casque? Il y a beaucoup. encore le mec qui est venu. Hein. C'est là où, c'est là où il y a toujours de l'écho. C'est là où il y a encore de l'écho. Moi, c'est bon. Si ça va pas, peut-être ce qu'on va faire, je vais carrément me connecter le, on va essayer ça. C'est bon, tu m'entends? Je sais pas. Est-ce que tu m'entends? Vas-y. Oui, là c'est bon. C'est bon, tu m'entends là? Non, non, bon, s'il te plaît, remets le casque. Je pense que j'ai trouvé le problème. Remets le casque, s'il te plaît. Tu peux parler. Oui, tu C'est peux bon? parler maintenant. Oui, c'est bon, tu m'entends? Oui, vas-y. Le coup, il a disparu ou il est toujours là? Parfait, c'est bon. Ok. Alors, allez, Là, plein on de était en train de perturbations on aujourd'hui. parlait de l'anglais. On parlait de Oh oui, l'anglais. Alors, je te demandais, on va y arriver, oui. ouais, je te demandais à quelle place a occupé l'anglais dans ton admission dans... Les programmes, généralement, il y a des cours qui sont quasiment tous enseignés en anglais. Donc, moi, j'avais par exemple commencé avec le master de neurosciences à Marseille. Et c'était le master neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées. Donc, tous les sports de cours, ils étaient en anglais. Il y a à interpréter, à analyser, interpréter, tout ça et venir faire des présentations là-dessus, tout est en anglais. Donc, si tu te connais pas en anglais, ça va être assez compliqué pour toi. Donc, le fait de connaître l'anglais, c'est quand même quelque chose de bien pour le candidat. Mais après, on va pas te demander, on va pas exiger d'avoir vraiment un haut level d'un natif en anglais. Ok, parfait. Non, c'est clair. Et concrètement, comment toi tu t'es pris pour améliorer ton anglais avant de rejoindre ces universités en France là? Parce que nous, par exemple, en médecine à l'INSA, on fait des cours d'anglais, mais c'est 20 heures par an et ce n'est clairement pas suffisant pour avoir un très bon niveau. Alors moi déjà depuis le lycée, c'est une langue étrangère que j'aimais beaucoup. Donc je m'étais vraiment bien appliqué, bossé mes cours de prétérite, je les bossais bien, je bossais. En tout cas j'aimais ça. Et moi-même je faisais comment on appelle ça, je faisais des auto-formations. Mon professeur d'anglais il était mon ami, j'étais tout le temps chez lui pour pouvoir échanger en anglais. Et ça je le faisais juste par amour. Pour dire que quand je viens moi je parle en anglais, toi tu ne peux pas parler en anglais. Et donc voilà moi ça faisait un peu ma petite démarcation. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne base déjà. Et une fois à l'université, j'ai compris que puisque on apprend cette langue et on ne la pratique pas, donc quand tu la pratiques pas, cette langue vivante, elle finit par t'abandonner. Donc, ce que j'ai fait, je m'étais inscrit comme élève à American Corner à Cocody et j'ai eu la chance d'être coaché par un de mes collègues, Dr. Ouattara, qui est aujourd'hui aux États-Unis. C'est lui qui m'aidait donc à maintenir mon niveau en anglais. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, voilà, j'ai maintenu mon niveau et voilà, j'ai continué toujours avec le truc de l'anglais. Ok, parfait. Donc, se former énormément pour optimiser son profil et puis également apprendre l'anglais parce que à partir d'un certain niveau universitaire, l'anglais devient Indispensable. incontournable. Ça devient indispensable parce que dans tous les cas, si tu ne sais pas t'y prendre en anglais, ça va être compliqué. Il Ouais, n'y a pas de formation, de parcours formation sérieux où tu auras les articles, les trucs, tout écrit en français, quoi. oui, Voilà. ça Donc, c'est faut que clair. le niveau scientifique mondial, ben, c'est la langue anglaise qui est la langue des choix. Elle s'impose. Donc, c'est bien d'avoir quand même un bon petit bagage en anglais. Très bien. Alors, Dr. Ouattara, quelles sont les difficultés auxquelles il faut s'attendre lorsqu'on décide de se former comme toi en France? Quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées? Et quels conseils tu donnes pour contourner ces difficultés-là ou pour mitiger ces difficultés-là? Alors, les difficultés, il faut qu'on en parle. Il y en a. Et elles sont nombreuses. Déjà, la première difficulté, c'est déjà le financement. Il faut pas, voilà, c'est déjà le financement. Mais avec une bonne petite organisation, on peut s'en sortir. Pour autant, il faut pas avoir peur. C'est une difficulté qui est surmontable. La preuve en est que je suis là. Sinon, je ne serais Ok. pas là. Donc, Ce n'était pas Dr. surmontable. Ouattara, es-tu en train de nous dire que tu t'es inscrit en France sans bourse? Bah, je me suis organisé, je suis venu sans ça déjà. En Ok, fait, je comptais pas absolument sur une bourse pour venir. Donc, moi, je ok. m'étais organisé.
En tant que médecin, j'avais fait de petites prestations ça et là. Je mettais un peu de... Il faut dire que j'ai pris quand même 5 ans pour préparer mon projet. Je savais d'avance où je partais, donc j'avais commencé à me préparer. Voilà. Donc moi, je l'avais pas, je suis venu. Donc j'ai pas eu de la bourse en main qui m'a permis de quitter Côte d'Ivoire pour venir. Je suis venu sans la bourse déjà. Donc avec mes propres moyens, je me suis mis déjà au travail. Et puis quand tu fais le stage ici, bien entendu, le stage il est payant. Donc ça fait quand même des ressources additionnelles. Et donc c'est quand même un stage, selon la boîte, un stage, tu fais un stage où on te paye à 600 euros, tu vois, c'est pas rien. 600 euros le mois, c'est pas rien. Donc, il faut pas avoir peur. Ça, c'est ce que je vais dire. Autres difficultés, on va se garer, il faut revenir sur la difficulté. Autre difficulté, potentielle après, l'aspect financier. On parlait de ce problème de solitude quand tu arrives ici. Et il faut se préparer psychologiquement à ça. C'est important, on se retrouve à plus de 5000 kilomètres de la famille. Ce sont pas les mêmes cultures. Ce sont pas les mêmes réalités. Nous, chez nous en Afrique, on a l'habitude d'aller échanger. Tu rentres chez ton ami, tu frappes sa porte, tu rentres, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux quitter chez lui à 1 heure du matin, 2 heures, tout ce que tu veux. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu salues la personne, tu causes avec la personne comme si vous vous connaissiez depuis des lustres. Tu demandes un service à quelqu'un, la personne est à ta disposition, tu rends non. Ici, c'est pas la même chose. Tu vas carrément rompre. En tout cas, il faut s'attendre vraiment à ces bouleversements sociaux et qui risque d'être un problème pour toi si tu ne t'y prends pas bien. Et ça conduit très rapidement aux dépressions parce que tu te retrouves à maison, école, école, maison. Voilà. Tu sors dans la rue, personne ne te connaît, tu connais personne, tu parles à personne. Tu as dit bonjour, si t'ont répondu, c'est ça. On t'a pas répondu, bah, tu te débrouilles avec. Tu vois? Et puis, le côté aspect alimentaire, nous, ce sont pas les mêmes habitudes alimentaires. Donc, tu te retrouves à t'adapter à des, c'est pas facile. Un autre problème qui n'est pas des moindres, c'est que tu rentres dans un système que tu n'as jamais pratiqué. Je vais parler du système universitaire occidental. Tu l'as jamais pratiqué. Donc, quand tu rentres, tu le comprends pas. Donc, il faut s'attendre à ce que les premiers départs, en tout cas, si tu étais brillant comme moi, tu vas trouver et tu vas le reconstruire. Et parfois, si tu n'es pas fort psychologiquement pour dompter cela, tu risques finalement de te briser et de carrément perdre tout, abandonner. Et ça, c'est vraiment important de garder en tête. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter. J'ai l'habitude d'avoir les 15-16 de moyenne. Je rentre dans un système où je me retrouve avec 11-12. Tu vois que tu dis, je quitte 16, je me retrouve à 11-12, il y a problème. Je suis nul. Tu commences à te reprocher un tas de choses. Non, c'est pas parce que tu es nul. Tu es rentré dans un système nouveau que tu comprends pas. Et le système t'attend pas que toi tu le comprennes. Tu le prends en marche et tu cours avec. Donc, il faut travailler peut-être 3, 4, 5 fois ou 10 fois plus que les natifs du système pour pouvoir aller au même rythme qu'eux. Et ça prend du temps. Et Ok. une fois que Et tu quand tu dis comprends le système, concrètement tu que c'est pas le comprends. même système, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la différence entre le système d'enseignement universitaire en France comparé à celui de la Côte d'Ivoire? Alors, déjà l'organisation et le respect des timings. Nous, tu t'inscris à une fac chez nous, on te dit, bon, voilà, les cours, ça commence. Tu ne sais pas d'avance quand tu composes. Ça fait un élément. Or, ici, quand ils te disent, vous vous êtes inscrit en septembre, vous avez commencé le cours en septembre. Déjà, sur le planning des cours, on t'a tout donné. Et on t'a dit, les examens, c'est telle période. Attention. Quand on l'a dit, faut pas plaisanter, c'est pas à rigoler. Parce que quand ça arrive, vous composez. Ça, c'est déjà un premier élément. Là où chez nous, les gens reportent, ouais, on avait programmé, après on reporte, tout ça, il y a ça. Mais concrètement, dans l'enseignement, ici, euh, ils vont te déverser une tonne de documents support que toi, tu dois prendre pour préparer à la maison, avant de venir t'asseoir en amphithéâtre. Et ce n'est pas une matière, c'est toutes les matières. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les profs. Donc, si tu n'as pas eu le temps de voir, et comme je l'ai dit, tu n'es pas habitué à aller décortiquer des articles en anglais, des machines, donc tu vas pas avancer plus rapidement comme ceux qui sont déjà dedans. Donc, tu viens t'asseoir en amphi sans avoir tout vu. Et quand le professeur, lui, il arrive, mais le cours, ce n'est pas, il te donne, lui, il vient pas te dicter à un micro des choses que toi, tu prends, comment on appelle ça. Jean, lui, il a préparé tout un contenu qui vient, non. Lui, il va te dire, bon, ouais, pour l'article tant qui parle de tel truc, voilà, je veux quelqu'un qui me parle de ça, que tu vois. Et c'est le cours qui est en train d'être fait comme ça. Donc, toi qui n'as pas regardé l'article, t'as pas vu, bah, tu comprends rien là pour ce coup. Et tu vas partir à la maison sans jamais rien comprendre. Deuxième élément,
le prof, il parle extrêmement vite et il n'articule pas le mot comme nous, on les articule chez nous. Donc, il y a un problème d'audition et un problème de flux verbal. Tu n'arrives même pas à prendre note, tu déposes ton stylo, tu écoutes pour comprendre combien de choses. Donc, si tu n'essaies pas de créer des mesures d'adaptation, ben, au bout d'un temps, tu laisses tomber, quoi. Tu te dis, non, je peux plus suivre le rythme, j'abandonne. Donc, c'est autant de difficultés auxquelles il faut se préparer. Des gens se sont retrouvés cassés moralement, abandonné leur projet, d'autres ont carrément quitté leur cours, hein. J'en connais qui ont abandonné les parcours, bon, je vais me mettre dans un petit truc et faire mon petit Jossi et tout ça, je suis tranquille. Ok, très bien. Donc, on retient que les difficultés qu'on rencontre sont d'abord liées au système éducatif lui-même, n'est-ce pas? On a les systèmes ne sont pas les mêmes. Oui. Ensuite, il y a des difficultés d'ordre sociaux, Oui. notamment la culture qui est différente, Oui, absolument. la solitude, C'est énorme, ça, la solitude. oui, l'alimentation qui est différente. L'alimentation aussi, oui. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup, docteur. On a exploré ton parcours. Maintenant, je veux qu'on discute de ton métier. Je veux qu'on discute de ton métier et qu'on discute de la place du médecin en industrie pharmaceutique. Et peut-être pour planter le décor, est-ce que tu peux nous décrire les différents corps de métier? Comment est-ce que c'est organisé en industrie pharmaceutique? Nous, les étudiants en médecine en Afrique ou en tout cas en Afrique subsaharienne, on ne sait pas très bien ce qui se passe en industrie pharma. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu? Ok, merci beaucoup, Dr. Gaffard. Donc, moi, je vous propose qu'on commence par définir déjà l'industrie pharmaceutique pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Une fois qu'on comprend de quoi il s'agit, on peut commencer à décortiquer un peu plus en détail. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, l'industrie pharmaceutique, c'est quoi? C'est un secteur économique avant tout. C'est un secteur économique qui va regrouper des activités de recherche. J'ai bien dit, après les activités de recherche, tu as les activités de fabrication et tu as les activités de commercialisation des médicaments pour le secteur économique, je résume, qui regroupe plusieurs activités. La première activité, recherche. La deuxième, fabrication. La troisième, commercialisation des médicaments. Alors, pour répondre maintenant plus concrètement à la question, quelle est la place du médecin en industrie pharmaceutique? Vous voyez, on veut faire recherche sur quoi? Recherche sur des maladies. Et pourquoi on mène des recherches sur des maladies? C'est pour développer des solutions à ces maladies. Qui est mieux placé que le médecin pour connaître les maladies? Donc, en gros, le médecin, il a une place centrale en industrie pharmaceutique. Pour répondre à ta question. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous décrire les corps de métier dans lesquels le médecin retrouve sa place en industrie pharmaceutique? Bon, là, la question, elle est bien limitée, elle est bien cadrée, parce que en industrie pharmaceutique, les métiers, c'est large. Il y a plusieurs, il y a un tas de métiers, les métiers de recherche, les métiers comment on appelle ça, de vente, des métiers support. Il y en a une panoplie d'activités. Mais revenons de façon concrète à la question. Oui, oui. Donc, déjà, prenons l'industrie pharmaceutique telle que je l'ai définie. J'ai dit, c'est avant tout recherche, fabrication, commercialisation. Bon, un médecin, c'est pas un vendeur. Donc, on met déjà le chapitre, tout ce qui est business unit, tout ce qui est marketing, vente, on sort le médecin de là. Bon, Ok. il y a des médecins qui s'y connaissent, hein, qui vont faire de la visite médicale. Hein. De toute façon, vous avez les délégués médicaux en Afrique. Et il y a des médecins qui font de la délégation en milieu hospitalier. Oui. Milieu Non, c'est hospitalier. très bien. Voilà. Et peut-être ici, je souhaite souligner que les délégués médicaux sont des commerciaux. Ils sont des commerciaux. Ils travaillent. La réglementation en vigueur par rapport à toi-même, ton corps de métier. C'est-à-dire que tu es médical, tu te mets à faire des activités de vente ou de commercial qui est pris par la loi et tu vas assumer en fait les conséquences. Oui. Tu veux faire de la recherche clinique qui implique des humains, donc une recherche clinique, c'est-à-dire une recherche qui implique des humains, que tu ne respectes pas la réglementation en vigueur sur la conduite de ces recherches qui impliquent les sujets humains, tu vas assumer la rigueur de la loi. Donc, et ça rigole vraiment pas ici en Occident avec ça. Il faut vraiment Ok, l'intégrer. très bien. Oui, Voilà. très bien. Donc, reviens Je vais sur. prendre la question de façon. On va mettre le médecin dans le département de l'industrie pharmaceutique qu'on appelle la recherche-développement.
RD. Le médecin, il a également sa place dans cet autre département qu'on appelle les affaires médicales. Et puis, côté marketing, vente, comme je l'ai dit, franchement, c'est pas quand on va faire tout ce qui est recherche préclinique, c'est-à-dire toutes les études qu'on fait sur les animaux, les modèles animaux, pour ensuite avoir des données de sécurité, de tolérance, des données de pré-efficacité, parce que si ça marche chez l'animal, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher chez l'humain. Mais le fait que ça marche chez l'animal, on a des présomptions, puisque le modèle animal on va mettre en place pour expérimenter le médicament candidat, c'est un modèle animal qui se rapproche, ou alors si tu veux, dont la physiologie se rapproche de celle de l'humain. Et donc, à partir des données qu'on a, on peut se dire, ah, si ça marche chez cet animal qui a la même physiologie humaine, c'est que certainement, ça va pouvoir marcher chez l'humain. Et si ça a été toléré par cet animal, certainement, ça va pouvoir être toléré par, comment on appelle, l'humain. Et c'est à partir de ces données qui est spécialiste aux essais cliniques, il a sa place en RD et il a beaucoup de rôle à y jouer. Descendons un peu plus bas. Avant d'arriver sur la phase clinique, on a les phases précliniques dont je parlais, c'est-à-dire la recherche chez les animaux. Il s'agit de quoi? Quand un médecin prescrit des médicaments, il va dire prenez un comprimé de 500 mg matin, midi, soir. Mais comment est-ce qu'on arrive à dire que ce médicament doit être pris à raison de 500 mg matin, midi, soir? C'est parce que on a fait des études qu'on appelle les études pharmacologiques. Donc, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Donc, la pharmacocinétique, tout ce qui s'intéresse à l'absorption du médicament, à la biodisponibilité, au métabolisme du médicament et à l'élimination du médicament. Et au cours de ces études, bien entendu, on va chercher la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire le minimal pour que le médicament crée son effet, et la dose seuil au-delà de laquelle on n'a aucun effet qui s'ajoute, mais on rentre dans tout ce qui est phénomène de toxicité, c'est-à-dire que au-delà de cette dose, tu vas rien apporter comme effet bénéfique. Tout ce que tu fais, tu exposes ton malade inutilement. Donc, ce sont des études pharmacologiques qui vont permettre de fabriquer le médicament. Et donc, un médecin qui a fait des spécialités en pharmacologie clinique, il a toute sa place là aussi dans le département de RD. RD étant recherche et développement. Très bien. Et le médecin qui décide que, bon, soit j'ai beaucoup travaillé au laboratoire, parce que le RD, c'est vraiment le laboratoire, hein. C'est là-bas où on cherche, on découvre les premières molécules, où on découvre des substances, des principes actifs qui potentiellement peuvent soigner des maladies, et puis on réfléchit avec l'équipe des affaires médicales pour commencer à voir comment on peut le positionner pour l'envoyer jusqu'à monter un bon dossier pour demander une autorisation de passer, comment on appelle ça, à des affaires médicales. Ce qu'il faut retenir qui est important, c'est il faut pas l'entendre comme je m'avais fait du business parce qu'il y a affaires qui sortent. Il faut pas l'entendre comme ça. Il faut voir un médecin aux affaires médicales, celui-là même qui maîtrise l'information médicale, qui maîtrise la donnée. La donnée, c'est toute l'information qui a été produite par les essais cliniques réalisés, qui va donc venir soutenir le fait que le médicament est efficace et il est toléré pour le patient. Donc, on a donc le laboratoire avec son département recherche-développement. On a de l'autre côté les médecins avec les malades qui attendent ce médicament. Et quand le médicament est en cours de développement, les médecins ne sont pas informés, sauf ceux qui sont investigateurs sur le projet. Ces investigateurs sur le projet, ils ne font pas la totalité des médecins dans le monde. Donc, quand le médicament sort, il faut un lien entre le laboratoire et puis les médecins qui vont donc utiliser ces médicaments pour soigner les patients. C'est là que les affaires médicales vont jouer un grand rôle. Et dans ce gros groupe des affaires qu'on va qualifier de c'est l'expert scientifique qui a vraiment l'expertise de la maladie pour laquelle le médicament a été développé et l'expertise du médicament qui a été développé. Et donc, à ce titre, il a la notoriété et la responsabilité d'aller communiquer scientifiquement sur le médicament et la maladie avec l'équipe des soignants sur terrain. Je dis bien communiquer scientifiquement, n'étant absolument souverain. Il n'est pas influencé par le laboratoire. Il ne va pas communiquer en faveur du laboratoire, même si le laboratoire le paye. Lui, il communique la donnée scientifique. Il reste scientifique. Il ne rentre pas dans la promotion. Il rentre dans aucun détail, pas de comparaison. Quand il vient, écoutez,
on a cette substance qui a été développée pour telle maladie. Vous savez que la maladie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Son mécanisme d'action, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pardon, la physiopathologie de la maladie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est qu'on avait sur le terrain comme médicament de référence qui soignait, c'était ça. Voilà ce qu'il faisait. Mais ce que je vous apporte, voici ce que c'est comme action nouvelle. Voici le plus que ça apporte pour le bien-être des patients que l'autre ne fait. Et pourquoi est-ce que vous devez l'accepter comme étant arme qui peut véritablement révolutionner l'état de santé de vos patients? Mais regardez la donnée et il va présenter l'information, c'est-à-dire résultats scientifiques issus des essais cliniques. Ce qui voudrait dire que c'est quelqu'un qui doit bien maîtriser la méthodologie des essais cliniques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu chez nous. Ça, c'est le MSL. Le Ok, principe, le c'est bien MSL, d'être le Medical Science Liaison. Ok, très bien. Donc, si j'ai bien compris, le Medical Science Liaison, c'est comme le délégué médical, le délégué commercial que l'on connaît en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans nos hôpitaux, mais il est dans le département médical et il est censé être neutre. Il apporte l'information médicale correcte, juste, et il n'a pas de but commercial. Aucun but commercial. Très bien. Il Donc, le le fait. MSL, ok, et par groupe par sous-groupe de métier. Pour être un MSL, quelles sont les compétences? Déjà, parlons des compétences techniques scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une bon bagage scientifique. Ok, Euh, à ce titre, les médecins sont le plus souvent privilégiés. Mais il n'y a ok, pas que les médecins qui peuvent être médecins. très bien. Et un bon scientifique qui n'est pas médecin, c'est-à-dire la réglementation a même descendu les enchères pour permettre au laboratoire de recruter jusqu'au niveau master. Quelqu'un qui a fait science, qui a un master en sciences, il peut être MSL. Mais attention, faut vraiment bien te préparer. Parce que les laboratoires vont regarder. Mais je disais que les médecins et pharmaciens, avec les médecins en tête, sont les plus privilégiés en fait pour le métier des médecins. Parce Ok, qu'ils maîtrisent la pathologie et ils maîtrisent souvent parfait, les médicaments dont on parle. parfait. Et Autre donc, le premier compétence, corps, c'est le MSL. Ok, ok, continue s'il te plaît. et donc les compétences dont je parlais, des compétences techniques, c'est-à-dire faut être scientifique, bagage scientifique, ça, c'est indiscutable. Et il y a ce qu'on va appeler donc les compétences transverses, les soft skills. Le MSL doit être quelqu'un qui sait écouter, je dis bien, qui sait écouter. C'est très important pour un médecin de savoir écouter. Parce que quand tu vas vers le médecin, quand tu vas vers ce qu'on appelle dans le domaine, on appelle les Milieu. KOL, Key Leader Opinion, c'est-à-dire médecin top des tops, qui est super écouté, super respecté dans son domaine, qui a une expertise mondialement reconnue. Et donc, quand il dit un mot, toute la masse écoute. Et quand vous échangez, il peut être en train de te parler soit de ses besoins, mais il va pas te dire non, moi j'ai besoin de ci, de ci, de ci. Mais quand il est en train de te dire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous causez, dire ah oui, mais tiens, je crois que pour mes patients, j'en ai vu un d'eux qui ont présenté tel effet indésirable de tel produit. Donc toi, le MSL, tout de suite, tu dois comprendre, attention, derrière, est-ce que le procès veut pas qu'on fasse une étude de tolérance, par exemple? Donc, tu dois pouvoir anticiper pour dire, ah oui, mais professeur, est-ce que ça vous dit, dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez à une étude de tolérance te donner comme occasion de collaboration en termes de recherche ultérieure pour, pour bien peaufiner ton médicament? Donc, une bonne qualité d'écoute, une bonne qualité relationnelle. C'est-à-dire que si tu ne sais pas tisser des relations, c'est pas la peine de le faire parce que tu vas créer, en fait, tu seras contre-productif dans ton boulot. Et ça, le laboratoire va pas te le tolérer. Donc, une bonne qualité relationnelle. Il faut aussi savoir être organisé. Parce que le MSL, par définition, malheureusement, c'est comme ça, c'est dans les métiers de l'industrie pharmaceutique, le MSL est malheureusement le plus solitaire. J'ai pas dit qu'on l'abandonne, mais tu te retrouves parce que le MSL, tu as toute une grosse région et tu es le directeur scientifique du laboratoire dans cette région. Et tu es détaché seul là. Donc, si tu ne sais pas t'organiser pour rencontrer tes KOL, pour faire tes plans comment on appelle ça, pour participer à tes congrès, pour aller communiquer sur telle chose, pour aller, comment bouleverser le parcours de soins du patient, proposer des choses qui vont améliorer la prise en charge du patient avec ta nouvelle âme que ton laboratoire a mis sur pied et tout ça.
Tu vas voir que si tu restes dépendant des gens qui doivent toujours te dire, va faire comme ça, faut aller faire comme ça, tu pourras jamais réussir ton programme et donc, si tu sais pas t'organiser pour atteindre, tu sais pas définir des objectifs, prioriser des choses et puis aller vers la réalisation, l'atteinte de tes objectifs, bah, tu vas te, tu vas te faire crucifier, en fait. Très Donc, bien. pouvoir s'organiser. Donc, on a bien compris le MSL, parce c'est le scientifique qui est sur le terrain. Tu as utilisé un très beau terme. C'est le directeur médical régional. C'est lui qui représente la boîte scientifiquement Oui. dans la région. Il doit avoir des compétences de communication, des compétences scientifiques et puis aussi être très bien organisé. Alors, Oui. donc ça, c'est le premier groupe de métiers. Tu continuais Oui. tu citais d'autres groupes de métiers. Oui, on va en parler d'autres groupes. Alors, après le MSL, vous avez celui qu'on appelle le Medical Advisor. OK. Alors, concrètement, le Medical Advisor, à la différence du MSL, le Medical Science Liaison, le Medical Advisor, c'est un médecin expert scientifique qui va être basé dans un bureau. Alors, lui sera plus orienté stratégie que le communicant de la donnée scientifique au médecin. Donc, le MSL au niveau du siège, ça peut être le siège, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails de l'organisation des laboratoires parce que chaque laboratoire a son organisation interne. Donc, le Medical Advisor, en gros, il est une sorte de directeur à son niveau où il va beaucoup travailler sur la stratégie. C'est-à-dire que on a notre médicament qu'on a mis sur le marché aujourd'hui. Lui, son travail, c'est de surveiller l'environnement du médicament. Et quand je dis l'environnement, on parle ici de tout ce qui est politique sanitaire autour de la pathologie. Je veux dire, quand on prend le cas, pour être plus pratique, le cas de Covid. Quand la Covid était arrivée, les experts au niveau mondial s'étaient réunis pour dire, ah non, il faut vacciner. Donc, du coup, la stratégie, c'était la vaccination. Et donc, les experts pourquoi ils ont dit il faut vacciner le vaccin Pfizer? Donc, il y a tout un tas de trucs qui vont avec. Donc, le Medical Advisor va aller sur les sites des sociétés savantes, aller voir quelle est l'information, quelle est leur position par rapport à telle maladie dans sa prise en charge, qu'est-ce qu'ils disent, les guidelines qu'ils donnent. Donc, guidelines, c'est, comment on appelle, les directives qu'ils disent par rapport à la prise en charge et quel médicament ou quel vaccin doit être en première ligne, qui est classé en deuxième ligne, qui est en troisième ligne, qu'est-ce qui doit être associé. Donc tout ça, il définit de grosses politiques. Alors lui, il doit regarder cet environnement. Et puis en fonction de lui, quelle est la place de son médicament à lui dans tout ça. Aujourd'hui, on est en train de dire ça comme ça, mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'il en sera pour mon médicament? Donc, il doit pouvoir se projeter dans les années à venir par rapport à ça. Donc, c'est pourquoi je parle de stratégie. Et donc, il peut, à partir de tous les paradigmes qui se développent, se dire, ah tiens, si j'apporte des données scientifiques qui prouvent telle chose par rapport à mon médicament, peut-être qu'il peut être monté en ligne 2 ou bien en ligne 1. Ça fait stratégie. Ou alors, mon médicament, si je l'associe avec tel autre médicament, ils vont faire mieux parce qu'on vient de me dire que dans cette maladie, les mécanismes de survenue de la maladie sont pluriformes. Et donc, on a le médicament A de tel laboratoire qui agit sur tel mécanisme. Et moi, j'ai mon autre médicament C qui agit sur tel autre mécanisme. Donc, si je mets deux médicaments de deux mécanismes différents, ils vont faire mieux qu'un seul médicament qui agit sur un seul bras, un seul mécanisme. Et c'est lui qui doit avoir cette intelligence de réfléchir ça et puis proposer des études, par exemple des essais pour venir du bon, on a fait un essai en faisant association, combinaison de ma molécule à telle chose contre la seule molécule et on a vu qu'au finish, l'association a fait meilleur ou bien l'association a fait mieux que le médecin. Et à ce moment, tu vas voir que les mêmes KOL, les mêmes médecins top vont se réunir dans les grands congrès pour revoir ces données et puis se positionner pour dire, ah, désormais, on faisait la prise en charge avec ça, ça, ça. Désormais, la prise en charge, il faut privilégier, par exemple, la combinaison. Et tous les MSL vont s'aligner, tout ça, pour venir communiquer pour les autres médecins qui sont, comment on appelle ça, qui sont dans les hôpitaux. Ah, désormais, vous voyez, la combinaison fait mieux. Voici les données, voici, si. Ils vont informer les médecins sur ça. Et puis, ils vont continuer de surveiller les médicaments. Est-ce que cette combinaison, il n'y a plus d'effets indésirables qui sortent, ils vont être attentifs sur tout ça et voilà. Ça, c'est le medical advisor. Lui, il est vraiment au siège dans un bureau. Il n'est pas sur terrain dans les hôpitaux. Il peut aller sur terrain, aller échanger avec des KOL en fonction de l'organisation du laboratoire, mais sa priorité, c'est d'être au niveau du siège dans un bureau pour définir la stratégie, pour aider aussi il aide à la rédaction du protocole.
Parce qu'il est scientifique, il est médecin, il connaît la maladie, donc il doit pouvoir n'est-ce pas? Si vous prenez tel critère de jugement, par exemple, de votre médicament, ben, il n'est pas pertinent parce que ces critères n'est pas cliniquement pertinent pour nous, les médecins. Ça n'a pas de sens. Donc, même si votre médicament se montre efficace pour tel critère, ben, nous, en tant que médecin, je vois pas quel intérêt j'ai à prescrire mon médicament pour un tel patient parce que le critère, vraiment, il fait pas le poids. Et pour donner un exemple beaucoup plus pratique, j'aime bien parler avec des exemples pour aider les gens à bien comprendre. Supposons que un laboratoire veuille fabriquer, je fais la petite parenthèse rapidement, euh, un médicament par exemple qui doit lutter contre l'ostéoporose et que on sait tous que l'ostéoporose c'est la déminéralisation osseuse qui rend l'os fragile et donc qui va se fracturer facilement. Supposons que je viens avec un médicament, je dis bon, moi mon médicament, donc si vous prenez mon médicament qui contient du fluor, euh, dans 3 mois, quand vous allez faire mes radios, vous allez voir que la minéralisation osseuse, elle est devenue top. Donc, le critère de jugement, c'est quoi? Niveau de minéralisation osseuse à l'IRM ou bien à l'imagerie. On est d'accord. Et on donne le médicament. Effectivement, la minéralisation osseuse, elle est très belle. Les os ont repris une bonne minéralisation, mais les patients continuent de fracturer. Quel médecin va les prescrire un tel médicament? Oui, moi, je prescris pas les médicaments pour que je vienne lui montrer un cliché qui est beau en termes de prise de choses, des minéraux. Moi, mon patient, il a eu une fracture du fait d'une ostéoporose et il veut pas revivre cette expérience. D'abord, il veut consolider, rentrer chez lui et ne pas revenir ici pour des fractures ostéoporotiques. Donc, le critère de jugement, ça serait plutôt, quand je donne mon médicament, quelle est la capacité de mon médicament à éviter les fractures ostéoporotiques. Fracture ostéoporotique, vous voyez que ça devient un critère cliniquement pertinent pour le médecin et le malade. Ça a du sens pour le malade. Et le rôle du medical advisor, justement, dans le laboratoire, c'est de regarder ce protocole, d'abord, de pouvoir le critiquer de façon très scientifique, être bien critique pour pouvoir choisir le meilleur critère qui est, qui est connu au niveau scientifique, qui est mondialement admis. Parce que ça aussi, c'est ça. Parce que si tu prends un critère qui n'est pas mondialement admis, tu peux avoir ton AMM, mais ton médicament ne sera jamais payé. Parce que il fait pas le poids. Mais, et ça, encore, c'est parce que il faut des gens qui s'y connaissent en méthodologie d'évaluation des médicaments pour pouvoir décider qu'ils ne le payent pas. Nous, chez nous, en Afrique, malheureusement, c'est un gros problème chez nous. Tout ce qu'on nous apporte, on pense que c'est bon, mais c'est pas tout qui est bon. C'est autre je vais pas rentrer dans tous ces détails pour l'instant. Mais il est intéressant et j'encourage justement tous les collègues, les frères qui s'intéressent à ce domaine de la santé qui est l'industrie pharmaceutique, à vraiment continuer à persévérer et à donner vie à leurs rêves parce que en Afrique, on a véritablement besoin de médecins qui vont donc pouvoir venir révolutionner les choses chez nous pour qu'on puisse pratiquer la médecine différemment. Donc ça, c'était le medical advisor. Après le medical advisor, tu vas rentrer, hein, il y a les directeurs médicaux. Les directeurs médicaux, c'est vraiment le patron de tous les départements médicaux, toute l'équipe médicale, y compris le medical advisor. Donc, c'est aussi un directeur qui va orienter le travail, qui va l'organiser, qui va impulser le ton et tout ça. Donc, on va pas, c'est beaucoup plus. Ça, c'est une question qui vient plus tard. Donc, voilà. Donc, en résumé, il y a le département recherche-développement où le médecin a toute sa place. Il peut être toxicologue, il peut être spécialiste de pharmacologie clinique, il peut être un spécialiste aux essais cliniques, donc il peut être un expert de la pathologie, la physiopathologie de la maladie. Voilà. Donc, quand on envoie un protocole, lui, il décortique. Voilà. Si le plan d'analyse du médicament ou le plan d'évaluation du médicament n'est pas, c'est lui qui dira non, ça, on va pas l'évaluer de cette façon à cause de la physiopathologie qui est comme ça, comme ça. Donc, voilà. Et après, dans les affaires médicales, le MSL, le medical. Non, très bien. Très bien. Je souhaite aussi peut-être ajouter que les médecins aussi peuvent faire biostatistiques et donc il y a des biostatisticiens, il y a des économies de la santé, il y a des médecins qui font la pharmacovigilance en industrie. Il y a voilà. Donc Alors comme le là, docteur oui. comme docteur Ouattara l'a souligné, il y a plein d'opportunités pour les médecins. Il y a plein de choses à faire dans tous les départements, dans de nombreux départements. Pourvu que ces départements-là soient scientifiques, on retrouve des médecins et parfois on retrouve même on retrouve des médecins qui sont
très haut placés dans la hiérarchie, dans la stratégie et qui ont un pouvoir décisionnel. À titre d'exemple, je sais que de nombreuses industries, je ne vais pas citer d'industrie, mais ont des CEO, c'est-à-dire Chief Medical et Officer, ça veut dire le grand boss, au data management ou autre. Et donc, qui est bien dans tous les cas, sans statistique, tu peux pas évaluer le médicament. oui. Non, c'est clair. Il y a, oui, oui, c'est ça. Et puis, comme on l'a dit, dans le département de pharmacovigilance aussi, on recrute beaucoup les médecins. Il y a d'ailleurs un poste qui s'appelle Safety Physician, pour lequel il faut obligatoirement être médecin. Alors, en fait, oui, évidemment, je ne pas parler parce que, comme tu m'as dit de me limiter aux affaires, le bloc affaires médicales, c'est ces aspects biostaticiens, ces aspects pharmacovigilants. Parce qu'effectivement, en industrie pharmaceutique, il y a un département pharmacovigilance et c'est hyper réglementé, hyper organisé. Et ça s'aligne jusqu'au niveau mondial, c'est-à-dire à l'OMS. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but du sujet. Bien Ça fait sûr, pas partie tout des à fait. affaires médicales, donc dans tous les cas, moi je suis spécialiste aussi en tant que pharmacovigilant, donc Ok, mais ouais, c'est pas, on parle pas d'affaires médicales, donc du coup je laisse tomber ça, je oui. parle pas. Très bien. Alors, docteur, j'ai une question pour toi. Tu as mentionné quelque chose qui est très intéressant. Financièrement, est-ce que tu penses que c'est intéressant pour un médecin de travailler en industrie pharmaceutique ou pour un jeune médecin, un étudiant en médecine qui dit, bon, moi, franchement, ces histoires-là, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'argent. Est-ce que tu penses que il va tirer son épingle du jeu s'il s'aventurer en industrie pharmaceutique? Quel conseil tu donnerais aux frères pour qui l'argent est quand même important dans le choix qu'ils vont porter? Merci beaucoup pour la question. Après, alors c'est vrai, comme on le dit, hein, quand tu choisis un métier, tu fais un travail. Alors il y a deux choses qu'il faut rechercher: la satisfaction morale ou la satisfaction financière. Idéalement les deux. Maintenant, donc du coup, on va pas rentrer dans un truc où parce que si tu n'as pas l'un des deux, ça c'est grave. Mais idéalement les deux. On taxe très mal l'industrie pharmaceutique et donc ça fait que on a du mal à venir parler à chaque fois quand il est. Parce que si dessus je commence à donner des montants, ils vont dire ah mais c'est des businessmen. Non, en réalité c'est pas des businessmen, c'est le domaine qui est comme ça. C'est aussi un domaine d'activité économique, donc c'est un secteur qui va forcément s'aligner aussi parce que le travail qui est fait par le médecin spécialiste en industrie pharmaceutique, il est à la hauteur du... Ok, Franchement, il faut pas insulter, en fait, il faut pas insulter la bénédiction de Dieu. Il a fait beaucoup. ok, très bien. Bien que en Afrique, on n'aime pas trop en parler. Euh, Pour être plus concret, par exemple, tu as des alternants. Il est encore étudiant, hein, il est en train de faire sa formation. Un alternant en industrie pharmaceutique qui fait, si tu veux, l'alternant, il fait son stage en même temps qu'il prend ses cours, mais un alternant qui va te toucher qu'à 2 700 euros, tu vois. Donc, imagine le médecin plein qui est responsable en affaires médicales, positionné sur un poste. non, Bon, très bien, c'est parfait. c'était pour faire une digression. Merci beaucoup pour ta transparence et merci de partager ces chiffres-là. Alors, docteur, euh, les affaires médicales ne sont pas très développées en Afrique. Moi, particulièrement, c'est quand j'ai rejoint l'industrie que j'ai entendu parler d'affaires médicales pour la toute première fois. Au Burkina, le pays d'où je viens, il n'y a pas, il y a personne qui fait affaires médicales. Ok. La majorité des postes pour toute l'Afrique francophone se situent en Côte d'Ivoire et souvent c'est un, deux postes. euh, Très souvent, pas plus que ça. Ma question pour toi, pour un médecin qui souhaite faire affaires médicales, où est-ce que tu penses qu'il devrait développer sa carrière? En Afrique, est-ce que c'est raisonnable de rester en Afrique quand on veut avoir une carrière en affaires médicales et qu'on est très ambitieux, ou tu conseilles plutôt l'Europe, les États-Unis? Quel est ton point de vue là-dessus? Il faut être vraiment pragmatique entre l'existant et l'inexistant. On dirait qu'il faut aller vers où il y a déjà l'existant, même si euh, là où il y a l'inexistant, même si on entend dire qu'il y a l'existant qui vient, bah, si tu veux vraiment faire la carrière, c'est d'aller clairement où il y a l'existant. On a des facultés de pharmacie chez nous qui font à la fois, qui forment des pharmaciens qui sont intéressés par les officines, c'est-à-dire qui vont ouvrir des pharmacies vendre. Il y a aussi la filière industrie pharmaceutique qui est de développer des médicaments. Mais combien de laboratoires chez nous en Afrique existent et fabriquent des médicaments? Attention, quand je dis fabriquer des médicaments, c'est depuis la R&D jusqu'à la reproduction au niveau de l'usine. Parce qu'en Afrique, on fait très vite l'amalgame en confondant l'unité de production, c'est-à-dire l'usine,
qu'on compare, en fait, qu'on assimile à l'industrie pharmaceutique. Je suis désolé. C'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment pas l'industrie pharmaceutique. C'est un petit maillon. Donc, en gros, pour dire qu'on n'a pas d'essais cliniques chez nous, donc on n'évalue pas les médicaments. Donc, le laboratoire pharmaceutique ne se développe pas chez nous. Et donc, s'il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique qui se développe chez nous, comment tu peux faire des affaires? Et donc, clairement, si tu veux vraiment faire, à l'heure actuelle, tu veux vraiment progresser dans les affaires médicales, ben c'est devenir là où ça s'est fait, où les choses tournent à outrance. Faut garder en tête, et ça va me faire peut-être anticiper sur deux choses que je gardais pour la fin. C'est que l'Afrique s'organise. L'Afrique s'organise pour produire ses propres médicaments. Et donc, il va arriver ce moment où les Africains spécialisés aux affaires médicales ou bien spécialisés en industrie pharmaceutique, ils auront du grain à moudre et vraiment en quantité industrielle. Enfin, je dirais pas en quantité trans, en fait, parce qu'ils auront de la matière vraiment à modeler. Non, très bien, tu l'as bien dit. On reviendra là-dessus dans les perspectives. Alors, docteur, une dernière question sur les affaires médicales. C'est bien, tu as clarifié, pour toi, il est plus intéressant de venir en Europe à l'heure actuelle, de venir en Europe dans les pays développés si l'on veut avoir une bonne carrière en affaires médicales, si on veut grandir dans les affaires médicales. Ça, c'est clair. Maintenant, pour un Africain qui vient d'un pays au sud du Sahara, comme moi, comme toi, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté quand on rejoint l'industrie pharmaceutique? C'est quoi les difficultés pour l'Africain qui vient travailler en industrie pharmaceutique en Europe ou aux États-Unis? La première difficulté déjà, c'est que quand tu es là, et ça, je suis pas en train d'accuser. Euh, En gros, entre quelqu'un qui a fait son parcours en Afrique et puis une personne qui a fait son parcours en Europe ou aux États-Unis ou en Asie ou tout ce que tu veux, on n'a pas le même regard. Donc, au moins, en industrie pharmaceutique, je rappelle, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement réglementé où les sanctions et quand on dit sanctions, c'est des grosses sommes. Et au-delà des réglementations, c'est un secteur où il n'y a pas de petit financement. Le financement, il n'y en a jamais de petit. Moi, je peux vous donner un petit exemple à l'université, pardon, au centre hospitalier universitaire de La Péronie à Montpellier, c'est au sud de la France. On avait un essai clinique, un projet d'essai clinique dans lequel, dans le CHU, on devait inclure 20 personnes. Je dis 20 personnes. Inclure 20 personnes seulement dans l'évaluation du médicament. Le budget d'inclusion des 20 personnes, 1 million d'euros. 1 million d'euros, 6 millions de francs CFA. 1 million d'euros pour faire rentrer, comment on Ouais, appelle ça? 656 millions de francs CFA. Pour faire rentrer seulement 20 personnes dans l'essai. Ouais. Donc, imagine que pour cet essai clinique qui était multicentrique et international, c'est-à-dire que dans la France, tu avais plusieurs sites dans plusieurs CHU et dans les différents pays d'Europe, d'Amérique, dans les pays d'Asie. Ouais, donc, imagine si à chaque 20 patients, tu payes 1 million d'euros. Et que finalement, tu te retrouves peut-être avec 5000 patients que tu inclus. Wow. Donc, tu fais la règle de croix. 1 million pour 20 patients et 5000. Tu fais 5000 fois 1 divisé par 20 et tu as tout de suite ce que tu mets dans comme million d'euros. C'est pour simplement faire l'essai clinique. Wow. Les pays où il y a besoin, tu vois, c'est des sommes faramineuses. Donc, aucun industriel ne veut prendre le risque de faire rentrer. Donc, ça me renvoie à ce que je suis en train de dire au départ. Donc, du coup, un industriel qui a des gens qui ont été formés ici, dont il a le plus confiance dans le système, comparé à un candidat qui vient d'ailleurs où le système, il a une griffe un peu, comment on appelle ça, dévalorisant, bah, clairement, il va prendre celui qui est là. Donc, il y a ça qu'il faut garder en tête. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu arrives, il faut démontrer qui tu es, justement. Il faut montrer que tu es brillant et que tu sais faire des choses. Et ils adorent les gens, ils affectionnent les gens qui savent faire les choses. Ok, très bien. Donc, pour Yes, moi, ce que oui. tu es en train de dire, c'est que la difficulté, c'est de se faire accepter comme étant compétent. Ça veut Et dire rangs. qu'au départ, sur tes compétences et oui, en industrie pharmaceutique, est-ce que un jeune médecin qui a été formé à Cotonou, qui se fait engager dans les affaires médicales, quelles sont les difficultés qu'il pourrait rencontrer? En plus du fait qu'il y aura déjà cette réticence, ce doute sur la qualité de la personne, est-ce que tu penses à d'autres difficultés? Peut-être la difficulté sur sa capacité de suivre les formations ici. Parce que ce sont ces formations qui finalement vont le positionner. Ce sont les formations qui vont te positionner. Tu fais les formations. C'est pas parce que tu es médecin de chez nous, tu viens que
que quand tu arrives, comment on appelle ça, tu arrives, que tu fais ta formation, tu as prouvé. Parce que on peut pas, quand tu candidates, bah, on va pas. Le gros problème dedans, pour ce profil, ça reste toujours ce qu'ils appellent malheureusement l'expérience. L'industrie pharmaceutique, malheureusement, et les affaires médicales de façon particulière, c'est le domaine où ils sont toujours à la recherche de profils à recruter, mais c'est aussi toujours le domaine où ils sont exigeants. Ils ont besoin de recruter, mais ils vont dire, ah non, on a besoin de quelqu'un qui a une expérience de 5 ans, au moins 5 ans, de 10 ans, tu vois, des trucs comme ça. Pourquoi? À cause de ce que je viens de dire. C'est un secteur où on a beaucoup de sommes en jeu. Donc, le recruteur, il a besoin d'être assuré que la personne qui rentre, c'est pas un bleu qui va venir foutre en l'air tout son système d'investissement. Et il n'y a pas que l'aspect pécuniaire qu'il faut voir. L'investisseur, lui, c'est pas que si tu fais mal son travail, ça va lui faire perdre, ça va faire perdre ce qu'on appelle aussi la chance à de nombreuses personnes qui sont en train d'attendre peut-être depuis 10 ans avec leurs problèmes de santé, dont il n'y a aucune solution, qui sont en train de mourir. Et toi, tu fais mal ton travail, ça leur enlève la chance de 20 ans de travail de recherche qui devait enfin leur donner une solution à leurs problèmes. Que toi, grâce à toi, tu es venu foutre en l'air. C'est-à-dire 20 ans de patience, des gens qui mouraient depuis, et le peu de malades qu'on a trouvé sur place avec une solution, grâce à toi, la solution n'existe plus. Donc, tu fais perdre de l'argent au laboratoire, c'est clair, mais tu tues des gens Ok. indirectement. Non, parfait, c'est clair. Alors, docteur, on passe très vite. C'est Absolument. très agréable de discuter avec toi. Alors, on va passer aux conclusions, aux perspectives. OK? Pour toi, Oui. très brièvement, comment est-ce que tu vois les affaires médicales évoluer en Afrique dans les 10-15 ans, particulièrement en Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui va changer? Merci beaucoup pour cette question. Beaucoup de choses vont changer et moi, je reste très optimiste. Déjà, il faut que les collègues et toutes les personnes abonnées qui nous regardent comprennent clairement que l'Afrique a décidé, l'Union africaine a décidé de prendre ses responsabilités enfin. Donc, si vous allez sur le site de l'Union africaine, pour ceux qui sont curieux, qui aiment lire, qui aiment fouiller, vous allez voir clairement que l'Union africaine a décidé pour les 25 années à venir que l'Afrique soit capable de développer 80-90% de sa consommation en produits pharmaceutiques et au moins 60% de ses consommations en termes de produits de vaccins, tout ce qui est vaccin. Et certainement, tout ce qui est dispositifs médicaux vont suivre. Donc, dans cette perspective-là, il y a déjà à l'image de l'EMA, il faut entendre par EMA, European Medicine Agency, c'est-à-dire que c'est l'autorité suprême de régulation de la fabrication des médicaments. Pas d'EMA, pas de médicaments sur le marché. Et l'image de cette agence européenne, il y a l'agence africaine du médicament qui a été créée. C'est l'AMA chez nous, en anglais. African Medicine Agency. Et le siège se trouve au Rwanda. Et beaucoup de pays africains ont déjà ratifié. Donc, en gros, l'Afrique va se mettre à produire ces médicaments. Et d'ailleurs, je saisis l'opportunité pour saluer le professeur Alidou Tinto qui, au Burkina, a mis au point le vaccin quand même de lutte contre le paludisme qui demeure l'une des endémies terribles chez nous, qui phagocyte nos enfants, qui tue nos mères enceintes et qui joue pas aussi avec les adultes, même masculins, qui sont perçus comme étant les plus robustes. Et donc, c'est dit que l'Afrique va aller grandissant avec, comment on appelle ça, cette nouvelle façon d'exercer la médecine, donc de produire ses propres besoins pour soigner ces populations. Donc, à nous de nous organiser, de nous former et nous positionner. Et parce que pour que ce soit fait, il faut les gens qui soient formés. Et qui doivent être formés, c'est nous les médecins, c'est les pharmaciens, c'est les biologistes. Voilà. Donc, je reste très optimiste. Dans les années à venir, ça va aller très vite. Donc, j'encourage les collègues, les frères, les sœurs qui s'intéressent à l'industrie pharmaceutique. Ceux qui peuvent venir, de ne pas douter un instant de venir faire leur formation. On est disposé, on est ouvert. Ton canal, il est là, ils peuvent te saisir. Et à partir de toi, mon compte LinkedIn est là. C'est-à-dire, ils peuvent m'atteindre via toi. Ils peuvent m'atteindre aussi directement sur mon LinkedIn. Ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas suffisamment de temps pour donner tous les conseils. Mais on peut s'épauler mutuellement pour se donner les conseils, se donner les topos pour avancer progressivement. Donc, je les encourage vivement à s'inscrire
il y a de la matière à venir, il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Alors, si c'était ma question suivante, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes frères qui veulent embrasser des carrières en affaires médicales? Alors, tu viens de dire qu'il faut se former. Tu viens de dire Alors, déjà, s'ils s'intéressent à l'industrie pharmaceutique, notamment les affaires médicales, j'imagine c'est leur objectif d'aller là-bas. Donc, c'est très bien déjà. Le premier conseil, il n'est plus à donner, ils ont déjà défini un objectif. Et deuxième, le conseil que je donnerais, c'est que peu importe, quand ils font l'évaluation des moyens qu'il faut développer, il faut mobiliser pour atteindre cet objectif, même s'ils voient que ces moyens dépassent ce qu'ils ont, qu'ils n'abandonnent jamais. Parce que le problème, quand on a un objectif qui est grand, les moyens qu'il faut développer aussi sont grands. Donc, les défis deviennent énormes. Un objectif qui est petit va forcément avoir des défis petits. Donc, plus ton objectif, il a en face de gros défis, faut te dire que tu as un bon objectif. Et ça doit être le carburant qui doit te motiver à aller toujours de l'avant. Et avec un peu d'organisation, un peu de conseils, ça et là, on peut forcément aboutir à cet objectif. Moi, je suis pas fils de ministre. Je ne suis, mon papa, il est cultivateur chez nous. Je suis aujourd'hui aux affaires médicales mondiales, je suis servi en Europe. Donc, est-ce qu'un cultivateur pouvait payer vraiment tout ce que vous donnez? N'allez pas penser que c'est un fils privilégié. J'ai toutes mes cartes, toute ma formation traditionnelle sur les sentiers qui mènent au champ, les travaux champêtres qu'il y a à faire. Et je les ai toujours en tête, je sais comment les faire, je sais cultiver. Mais aujourd'hui, qu'on garde toujours un œil précis sur cet objectif sans abandonner, forcément, on atteint toujours on arrive à réaliser cet objectif. Et je suis une preuve vivante de ça. Parce que je suis fils de cultivateur. Ça m'a pas empêché d'être ici. Et ils sont nombreux ici en Europe aussi, qui certainement qui sont des planteurs ou tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui sont venus en Europe, qui ont accepté de venir braver. C'est-à-dire, le peu de moyens qui étaient entre les mains, ils ont accepté d'utiliser venir. Et sur le terrain, ils se sont adaptés, comment on appelle ça, aux défis qui se présentaient devant. N'abandonnez jamais. Vous avez déjà l'objectif, n'abandonnez jamais. Et on est là. très bien. Voilà qui donne beaucoup de motivation. Merci beaucoup, Dr. Ouattara. Alors, Dr. Ouattara, je souhaite également que tu dises un mot sur l'African Medical Review en 2 minutes. C'est quoi l'African Medical Review? Quels sont vos objectifs et quelles sont les activités que vous organisez dans le court terme? Ah, merci beaucoup, Dr. Gaffa. Alors, j'ai pas, il faut savoir que le projet Africa Medical Review, c'est un projet, je travaille avec 3 collègues, médecins, un medical advisor chez Pfizer et puis, le docteur, Donatien Mian, que je salue. Et je salue aussi le docteur Mian Emmanuel qui est aussi medical advisor à Boehringer, laboratoire Boehringer. J'ai pas eu leur autorisation de parler de notre projet, mais j'espère que si mes frères, ils vont me pardonner, puisque là, on s'adresse à des collègues qui s'intéressent potentiellement à choses. Donc, African Medical Review, c'est l'un des 2 volets d'un projet que nous avons donc décidé de mettre en place en Afrique. C'est-à-dire que c'est de développer la recherche clinique en Afrique. Et donc, en gros, commencer à impulser tout ce qui est industrie pharmaceutique en Afrique. Et quand je parle d'industrie pharmaceutique, vraiment, la vraie R&D qui va depuis la découverte de la substance jusqu'à sa mise sur le marché. Voilà. Donc, ensemble, on a décidé de, n'est-ce pas, faire en sorte que l'Afrique participe aux essais cliniques parce que l'Afrique, ce grand continent, il pèse 1% dans le développement des médicaments dans le monde. Et si vous regardez nos hôpitaux, parmi nos spécialistes en truc, ils sont un rare qui s'y connaissent en essais cliniques, donc ils savent évaluer un protocole de recherche clinique pour développer un médicament. Donc, cette insuffisance, ça nous a conduit et vu le fait que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes moyens pour venir en Europe. Nous, on a décidé qu'il faut qu'on tire la compétence pour l'envoyer à nos frères qui n'ont pas toutes les mêmes chances que nous de se retrouver ici avec les mêmes moyens. Et que tout le monde se retrouve finalement, pour ceux qui aiment, s'ils n'ont pas les moyens de venir ici, qu'ils aient la chose auprès d'eux. Donc, on veut former aux essais cliniques en Afrique
Et puis, tout le monde sait aussi que quand on fait la recherche clinique, il faut valoriser les données, les résultats qu'on a. Et la meilleure façon de valoriser ces résultats, c'est de les publier au niveau mondial. Et du coup, le second volet du projet, c'est African Medical Review, qui est donc une revue médicale qui va être purement africaine et qui va traiter des données des chercheurs africains. Donc, c'est pour combler, c'est pour apporter une réponse pertinente. Je dis pas, il y a certainement des revues, mais on veut faire en sorte que il y ait une revue qui positionne les médecins africains, les chercheurs africains sur le plan mondial. Et pour ça, il faut qu'ils aient cette expertise de la méthodologie des essais cliniques. Ça va leur permettre de venir communiquer d'égal à égal avec leurs collègues. Parfait, parfait. Quel beau projet avec un fort potentiel, avec beaucoup d'impact. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage beaucoup de succès pour ce projet-là. Alors, docteur Ouattara, avant de te laisser partir, une question rapide. Tu as 1 minute pour nous dire comment est-ce que tu peux aider nos frères, nos jeunes frères, les jeunes médecins qui nous suivent à obtenir. C'est c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Il faut juste les aider à se former. Et une fois qu'ils ont la compétence, il faut les aider à postuler de la meilleure façon qu'ils soient. Ils sont capables. Est-ce que le cadre de vos activités chez African Medical Review, est-ce que vous cherchez des volontaires? Est-ce que si par exemple aujourd'hui, ce que tu as dit, la mission que tu as décrite pour African Medical Review résonne à un jeune médecin chez un étudiant en médecine qui souhaite vous accompagner, qui souhaite travailler avec vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec d'autres médecins, avec des étudiants en médecine? Est-ce que vous êtes ouvert à la collaboration? Ben, African Medical Review, et qui sont déjà là où nos professeurs doyens, African Medical Review, de la recherche clinique et de projet African Medical Review en Côte d'Ivoire, ce sera Abidjan. Et derrière, et je vais anticiper pour le dire, c'est qu'à l'avenir, on va faire en sorte qu'il y ait un événement à plateforme tournante dans les pays africains. C'est-à-dire que peut-être ça sera une sorte d'événement scientifique dédié à la recherche chaque année. Si on va organiser de façon tournante dans les différents pays. Si on a organisé à Abidjan, par exemple, en décembre, l'année prochaine, on va organiser au Burkina, l'année qui suit au Niger, au Gabon, au Ghana. En tout cas, on va faire tourner, comme on appelle ça, dans tous les pays africains, que ce soit pas figé dans un seul pays. Non, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, dernière question, docteur Ouattara, avant de te laisser partir, que tu pourrais partager avec nous un conseil, une leçon de vie que tu as apprise dans la difficulté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant et que parce que tu n'as pas su, tu as fait certaines erreurs, et est-ce qu'il y a, c'est peut-être accompagné d'une anecdote que tu souhaites partager? C'est quand c'est dit le problème majeur chez nous, c'est de ne pas avoir l'information tôt. Et ça, je réfléchis à m'employer à aller vraiment badigeonner les cadets dès le banc. C'est-à-dire très tôt, dès les premières et deuxième années, d'aller déjà leur parler de la chose qu'ils savent. Parce que nous, chez nous, on a l'impression qu'après le doctorat, quand tu sors, si c'est pas faire l'internat pour être enseignant-chercheur, c'est pour exercer en tant que médecin général ou bien faire ta spécialité et être affecté. Ce qui n'est pas vrai. La médecine, c'est des milliards de domaines. Mais on ne nous donne pas l'information sur les domaines. Et malheureusement, on ne nous apprend pas à être curieux. On n'a pas cet esprit chercheur en nous. Donc, on ne va pas vers l'information. Si moi, j'avais eu l'information tôt, ben, j'aurais déjà peut-être réalisé pas mal de choses dans mon pays. Dans l'industrie pharmaceutique, il se trouve des enfants des enfants déjà à 22 ans, 23, 24, 25 ans. Ils sont déjà positionnés des cadres qui sont. Nous, chez nous, tu n'as même pas l'information, tu es qu'à 30 ans, 35 ans, tu vois. Alors que si l'enfant avait l'information dès sa première, deuxième année, la même façon qu'ils ont l'information sur la chirurgie, les différentes spécialités de chirurgie, et puis sont fascinés par ça, s'ils avaient la même information de ça, je pense pas, beaucoup de personnes n'auraient pas du tout choisi chirurgie. Donc, moi, ma leçon, c'est-à-dire que mon plus gros regret, c'est d'avoir découvert le domaine, j'allais dire quand même tardivement. Parce que s'il avait découvert tôt, c'est-à-dire que dès que j'avais fini de soutenir, je serais déjà venu pour commencer mes choses, faire ma chose.
Très bien. Merci beaucoup pour ce conseil, pour de partager ce conseil-là avec nous. Donc, on conseille les jeunes d'aller vers l'information. Et ça tombe très bien. C'est un très beau message qui résonne avec l'objectif de mon podcast. L'objectif de mon podcast, c'est d'amener l'information vers les jeunes, de la vulgariser. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup chez nous, on pense que après médecine, c'est soit on devient clinicien, soit on devient enseignant-chercheur, ou à la limite, on travaille dans les ONG ou dans un centre de recherche, alors que la médecine est vaste, les opportunités sont nombreuses. Voilà Absolument. pourquoi j'invite des gens comme toi, Docteur Ouattara, pour que tu partages ton expérience. Alors, sur ce, Docteur Ouattara, je te dis un grand merci. Merci beaucoup de t'être livré à l'exercice. Merci d'avoir partagé ta, ton expérience, d'avoir partagé ton parcours, d'avoir donné des conseils avec les jeunes frères. Beaucoup de succès pour la suite de ta carrière. On te souhaite beaucoup de succès chez Servier, beaucoup de succès chez African Medical Review. Très belle soirée. Votre tribune pour nous adresser, partager quelques idées avec nos collègues, nos collaborateurs, nos cadets et autres cadettes qui viennent. Ceci dit, ça peut-être pas être le top des tops. L'œuvre n'est pas certainement parfaite, mais l'idée c'était déjà de venir vers eux, leur faire comprendre que l'industrie pharmaceutique a besoin d'eux. Voilà. Et donc, s'ils comprennent ces messages, qu'ils nous rejoignent parce qu'il y a beaucoup à faire et qu'ils nous pardonnent aussi les quelques ratés, certainement que d'autres pourront, comment on appelle ça, capter tout le long de notre entretien. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir fait l'honneur de nous retrouver ici. Voilà. Merci infiniment et Merci, je Docteur vous Ouattara. souhaite de passer une excellente soirée également. Et je salue par ailleurs toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de se connecter pour nous suivre. Merci beaucoup, Docteur Ouattara. La vidéo sera disponible sur YouTube. Je te souhaite une très belle soirée. Profite des Jeux Olympiques, Ah, desquels absolument. on t'a retiré le, le cours d'une soirée. Allez, très belle C'était pour une soirée. bonne Merci cause, beaucoup. c'était pour une bonne cause et ça valait le coup de le faire. Allez, bonne soirée. Parfait, merci docteur et puis très belle soirée à tout le monde et bon Merci. courage à tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. Il est fascinant, on les attend, ils seront accueillis à bras